L'information d'ici et d'ailleurs, c'est sur Business 24 Africa. Madame, monsieur, bienvenue. La Banque ouest-africaine de développement renforce sa présence sur le territoire ivoirien. Le vendredi dernier, elle a présenté ses nouveaux locaux. Le phénomène deepfake augmente en intensité selon le cabinet Deloitte qui a donné ses tendances 2025 sur les technologies. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a annoncé la création prochaine d'une unité policière spécialement dédiée à la lutte contre le tabagisme. Et le lauréat du prix national d'excellence en 2024, la société coopérative Kayat de Yakasa à Togo, continue de briller sur Sahara 2025. Plus de précisions dans un court instant. La Banque ouest-africaine de développement renforce sa présence sur le territoire ivoirien. Le vendredi dernier, elle a présenté ses nouveaux locaux à l'Ivoire Trade Center à Cocody. Un cadre moderne et stratégique reflet de sa volonté de mieux accompagner les États membres de l'UEMOA et qui traduit la volonté de la banque de se rapprocher davantage de ses partenaires et clients. Le président de la BOAD a saisi cette occasion pour parler de l'actualité de son institution en présence de notre reporter Généreux Aquadio. C'est au cœur de Cocody, à l'Ivoire Trade Center, que la Banque ouest-africaine de développement BOAD dévoile ses nouveaux locaux. Une adresse stratégique au service de la proximité et de la modernisation. Le bâtiment spacieux équipé selon les standards internationaux est pensé pour optimiser le cadre de travail et améliorer les prestations de la banque sur le terrain. Au total, 15 postes de travail dans un cadre sobre et chic. Il s'agit ici une fois de plus de nous rapprocher de nos clients et cela constitue aussi l'illustration d'une méthode que l'on appelle la méthode d'origination à la distribution. En anglais, c'est originate to distribute, qui consiste à faire en sorte que nous soyons proches de l'action, que nous soyons capables, parce qu'on est proche de l'action, nous soyons capables de proposer un certain nombre de projets, de les structurer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils arrivent bien à maturité avant que nous puissions les porter dans notre bilan et enfin gérer ça de la manière la plus optimale possible. Profitant de cette cérémonie d'inauguration, le président de la BOAD, Serge Ekwe, est revenu sur l'actualité de son institution. Entre projets en cours, mobilisation de ressources et ambitions régionales, il trace les grandes lignes de la vision de sa banque. Ceci est dû au fait que, naturellement, nous avons renforcé la structure bilancielle de la banque, donc les fonds propres de la banque. Nous avons diversifié les émissions visant à renforcer le bilan de la banque. Je pense notamment aux émissions de titres hybrides, qui sont des titres à mi-chemin entre le capital et la dette. Nous avons également créé, vous le savez, une captive d'assurance. Nous avons vocation à assurer 10, 11, peut-être 12% de notre exposition bilancielle en crédit. C'est du risque de crédit que nous assurons auprès d'assureurs de premier plan, qui sont en général notés AA ou triple A. Nous avons également créé très récemment une fondation. Cette installation à Cocody s'inscrit dans une dynamique régionale de renforcement de la présence institutionnelle de la BOAD auprès de sa cible. Avec cette nouvelle adresse, la BOAD confirme son engagement à soutenir durablement le développement du continent depuis le cœur d'Abidjan. Le week-end dernier, la première dame Dominique Ouattara a inauguré le lycée d'excellence Dominique Ouattara de jeunes filles de Cinéma Tiali, doté d'un équipement de pointe et d'un internat. Occasion bien choisie de célébrer les mères en octroyant 500 millions de francs CFA au FAFSI. Des dons en vivres et non-vivres ont été distribués sous le regard de notre reporter Ouattara Daouda. La première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a inauguré officiellement le lycée d'excellence Dominique Ouattara des jeunes filles de Cinéma Tiali, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre en charge de l'éducation nationale, professeur Maria Toukouni. Bâti sur une superficie de 7 hectares, doté d'équipements de pointe et d'un internat. Construit par Contraci, société de construction ivoirienne, cet établissement d'excellence allie ingénieusement bâtiments modulaires et construction conventionnelle, offrant un cadre d'apprentissage moderne et durable, comprenant des salles de classe spécialisées, une bibliothèque, un amphithéâtre, des dortoirs de 600 lits, un réfectoire, des terrains de sport et des logements pour les enseignants. Maman Dominique,
l'Afrique. Quand vous irez à Abidjan, dites merci à notre papa, le président Alassane Ouattara. Notre souhait, c'est que les jeunes filles d'aujourd'hui à son futur, qui franchiront les portes de cet établissement, réussissent brillamment. Le lycée de jeunes filles d'excellence Dominique Ouattara de Cinéma Tiali n'est pas seulement une infrastructure de plus, c'est un symbole d'égalité, d'autonomisation, de dignité et de foi en l'avenir. Au nom de la communauté éducative nationale, mes remerciements infinis au président Alassane Ouattara pour ses infrastructures qui offrent des conditions optimales d'apprentissage pour l'éducation de nos jeunes filles. Madame la Première Dame, nous voici aujourd'hui à Cinéma Tiali pour l'inauguration de l'un de ces lycées d'excellence pour jeunes filles avec internat. Et président de la Fondation Children of Africa, Madame Dominique Ouattara, a indiqué sa volonté de donner l'opportunité aux jeunes filles brillantes d'avoir un parcours de haut niveau. Cet établissement matérialise notre volonté commune de promouvoir une éducation de qualité accessible à tous. Ce beau projet, porté par la vision de mon cher époux, le président de la République, rejoint parfaitement mon engagement pour la promotion de l'excellence scolaire et pour l'égalité des chances. Ce lycée est bien plus qu'une école. Il est un levier d'espoir et d'ascension sociale pour de jeunes élèves tout aussi méritants les uns que les autres. Et je voudrais à cet effet féliciter le président de la République pour sa vision d'avenir et son fort engagement social. Occasion pour la Première Dame de célébrer la fête des mères où elle a octroyé une dotation additionnelle de 500 millions de francs CFA du FACSI, des dons en vivres et non vivres d'une valeur de 500 millions de francs CFA ont été distribués, ainsi que 5000 complets de pagnes. La clôture de la 3e édition du programme de mentorat féminin sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique s'est effectuée le vendredi dernier au plateau. Organisée par la GIZ en collaboration avec la FIACER, cette activité a rassemblé des participantes, des mentors, des partenaires et des acteurs clés du secteur, animés par la volonté de promouvoir l'égalité des genres dans le domaine de l'énergie. Le témoignage de Michel Brou. Après 6 mois de formation, c'est un bilan satisfaisant pour les initiateurs. Depuis son lancement, le programme de mentorat a pour objectif de renforcer la présence féminine dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique souvent dominée par les hommes. À travers des formations ciblées, des sessions de coaching et des échanges d'expériences, les participants ont pu acquérir des compétences techniques et managériales essentielles. Les témoignages de participantes ont été partagés, illustrant les transformations personnelles et professionnelles qu'elles ont vécues grâce au programme. Sur le plan professionnel, j'ai pu obtenir grâce à ce programme un stage. J'ai pu aussi concrétiser mon projet qui était au début sur la femme d'idées, il y a 6 mois passés. Et aussi, j'ai pu réseauter, j'ai pu augmenter le nombre de mes connaissances qui pourront m'aider à pouvoir concrétiser mes projets plus tard. Des résultats qui témoignent de l'impact positif de la mise en œuvre du projet pour l'ensemble des bénéficiaires. Lors de cette 3e édition du programme de mentorat, on a pu observer à nouveau des résultats assez concrets. Nous pouvons citer que, par exemple, 40% de nos mentorés, donc les jeunes femmes qui bénéficient de ce programme, ont pu bénéficier d'une opportunité de travail concrète, comme par exemple un stage ou même un contrat de travail. Ici, nous remercions la coopération allemande à travers son projet Profet et nous remercions également l'Union européenne qui cofinance le programme pour nous accompagner les jeunes filles dans le secteur de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et du climat est plus qu'un sacerdoce dans le sens où il faut pérenniser le secteur et la diversification des compétences dans le secteur. La cérémonie de clôture de la 3e édition du programme de mentorat féminin a été un moment fort célébrant les réussites et l'implication de la femme dans le secteur des énergies. Grâce aux efforts conjoints de la GIZ et de la FIACER, ainsi qu'à l'engagement des participantes et des mentors, ce programme s'affirme comme un modèle de réussite pour l'émancipation des femmes dans le secteur. Des stars de musique qui chantent à la gloire de personnalités qu'ils n'ont jamais rencontrées, des hommes politiques qui dansent sur des rythmes improbables,
les réseaux sociaux pellules d'images troquées ou truquées générées par l'intelligence artificielle. Le phénomène s'appelle deepfake et il augmente en intensité selon le cabinet Deloitte qui a donné ses tendances 2025 sur les technologies, médias et télécommunications à l'occasion de sa traditionnelle conférence annuelle. C'était à son siège devant Issa Badini. Cet exercice, c'est la règle, sinon la tradition, depuis 12 ans maintenant à Deloitte Côte d'Ivoire. La conférence sur les tendances des TMT entendait technologie, médias et télécommunications en Afrique et dans le monde. Cette année, le thème porte sur l'IA générative. Et sans grande surprise, l'utilisation de l'IA est en hausse dans le monde et principalement en Afrique selon les cabinets. Par rapport à la prédiction de 2024, sur la prédiction de 2024, on a encore un certain nombre de points qu'on avait retrouvés en 2024, par exemple sur tout ce qui était lié aux femmes, donc en termes d'inclusion. On a fait une présentation cette année qui nous a permis de voir l'évolution du gap à ce niveau-là. Sur la question de la sécurité, on a aussi une tendance qui a évolué un peu plus vers tout ce qui a permis d'inclure en fait beaucoup plus de matière sur les aspects de sécurité. En hausse, en bien tout naturellement, mais aussi en mal, car les laboratoires de l'Inforce et autres deepfakes trouvent dans l'IA de nouveaux outils, d'où les défis, selon les panélistes du jour. Par rapport aux deepfakes et les images, alors même moi qui génère, je pense à 50%, 60% de mon temps des images, même moi aujourd'hui avec mon œil d'expert, on va dire, j'ai du mal des fois à reconnaître une image générée par IA parce que plus le temps passe et plus elle se perfectionne. Ce n'est pas une question d'un ministère ou d'un gouvernement, c'est une question de tout un écosystème, tout un pays ensemble, secteur public, secteur privé, secteur académique, start-up, société civile qui doit être ensemble. Travailler à ce que cette tendance puisse être matérialisée avec un aspect positif sur notre futur. Toujours selon l'étude, les femmes sont peu nombreuses dans le maniement des outils de l'IA en Afrique. Seulement 33% contre 43% pour les hommes. Aussi a été révélé à cette occasion que si rien n'est fait, l'IA pourrait dévorer plus d'énergie que 100 millions de personnes d'ici 2030. Et parlons à présent de droit international. La cérémonie de clôture de la 4e édition du concours africain d'arbitrage international s'est tenue récemment dans la commune du Plateau. Cette activité intervient après le déroulement du Forum africain sur le contentieux et les exécutions des décisions de l'État. L'objectif de cette compétition est de renforcer les capacités des lauréats et les accompagner pour une insertion professionnelle à travers des stages d'immersion. 6 pays africains étaient au nombre des lauréats à la 4e édition du concours africain d'arbitrage international, dont la Côte d'Ivoire. Renforcer les capacités des lauréats en matière d'arbitrage international, cette compétition s'inscrit dans une vision de promouvoir la culture juridique et d'améliorer l'accès à la profession juridique en Afrique. Les participants ont eu l'opportunité de se mesurer les uns aux autres dans des épreuves exigeantes mettant en lumière leurs compétences en matière de droit international et d'arbitrage. L'intérêt, il est pratique. Vous savez, en tant qu'étudiant, il n'y a seulement que la théorie qui se fait à l'université. Ici, il nous a donné l'opportunité de mettre en pratique ce que nous apprenons en théorie à l'université. Ça a été donc une confrontation d'idées. Nous sommes ici jusqu'en finale. Malheureusement, nous avons terminé 2e. Néanmoins, nous avons pu mettre en pratique tout ce que nous avons appris tout au long de notre parcours scolaire. Nous sommes vraiment heureux d'avoir remporté ce concours parce que ce n'était pas du tout facile. D'abord, commençant par l'étape de la rédaction des mémoires qui nous ont fait passer des nuits blanches. Et aujourd'hui, nous sommes récompensés pour tous ces efforts et c'est un grand plaisir d'être récompensés par cela. Les organisateurs ont souligné l'importance de ces initiatives au profit des impétrants dans le domaine du droit sur le continent. Ils ont appris ces instruments qui ne sont pas forcément enseignés dans les écoles, dans les universités. Et quand ils terminent, nous parvenons à les accompagner, à trouver des stages par là, à renforcer pour qu'ils aillent sur le terrain, pour opérationnaliser, avoir des emplois. Et c'est ça l'objectif fondamental. Des trophées et des diplômes de participation ont été remis aux lauréats, célébrant leur engagement et leur excellence tout au long du concours. La 5e édition promet d'être riche avec l'intégration du prix LECAF de durabilité pour honorer des personnalités
dans les institutions impliquées dans des projets de mise en œuvre de la ZLECAf prévus au mois de décembre à Mombasa. La journée mondiale sans tabac est célébrée chaque 31 mai. En Côte d'Ivoire, la commémoration s'est tenue le vendredi 30 mai. À cette occasion, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a annoncé la création prochaine d'une unité policière spécialement dédiée à la lutte contre le tabagisme. L'objectif est de faire respecter la législation anti-tabac et protéger les jeunes. Une annonce marquante lors d'une cérémonie où plusieurs personnalités ont également été distinguées par leur engagement dans cette lutte. Amiko Robara pour plus de détails. Une unité policière spécialement dédiée à la lutte contre le tabagisme sera bientôt créée en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, lors de la célébration nationale de la Journée mondiale sans tabac, organisée le vendredi 30 mai, en prélude à la Journée mondiale officiellement célébrée le 31 mai. Nous allons dans les prochains jours mettre en place une police dédiée à la répression. Et nous allons vraiment sévir parce que nous ne pouvons pas laisser les Ivoiriens et particulièrement les jeunes mourir du fait du tabagisme. Le ministre a également lancé un appel à l'engagement individuel de tous pour lutter contre ce fléau, rappelant les chiffres alarmants liés à la consommation du tabac. Mener des actions pour que partout, ceux qui fument aujourd'hui arrêtent de fumer. Parce que le tabagisme est à la base de maladies graves comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires, comme les maladies respiratoires qui endeuillent nos familles. Donc il faut faire la sensibilisation. Et mettre un cadre, et c'est ce que déjà fait le gouvernement, pour empêcher que les nouveaux produits faits de séduction et des produits déguisés qui appellent donc à la consommation du produit de tabac puissent cesser. Et c'est ce message-là que j'ai porté. Il faut passer à l'action. Le thème de cette année nous appelle à l'action. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de distinguer plusieurs personnalités pour leur engagement dans la lutte anti-tabac, parmi lesquelles Lucien Agbia, directeur général de Multiconsult Gestion. Placé sous le thème « Produits du tabac à base de nicotine, démasquant les tactiques de séduction de l'industrie du tabac », la journée a permis de sensibiliser le public, en particulier les jeunes, aux stratégies déployées par l'industrie du tabac et de la nicotine pour rendre leurs produits attractifs. Instaurée en 1998 par l'Organisation mondiale de la santé, la Journée mondiale sans tabac est célébrée chaque 31 mai à travers le monde. Le ministre du Tourisme et des Loisirs était face à la jeunesse de la commune d'Adjamé à l'occasion de la 4e édition du Grand Invité de la Jeunesse. Une rencontre marquante avec Siandou Fofana, placée sous le signe de la motivation et de l'engagement citoyen, au cours de laquelle l'invité a dévoilé son parcours de vie. Un moment d'échange au bénéfice de la jeunesse de la cité cosmopolite, suivi par notre reporter. C'est une jeunesse d'Adjamé qui a eu l'honneur d'échanger avec Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, également maire de la commune d'Anibilekro. Au menu, un moment de partage avec sincérité, l'histoire inspirante de celui qui est aujourd'hui à un rang ministériel. Un témoignage poignant, ponctué de conseils et d'encouragement pour une jeunesse travailleuse, déterminée et résolument tournée vers l'avenir. Je pense que, en retraçant un peu mon parcours à la jeunesse réunie ici à Adjamé, c'est d'abord et avant tout leur dire que leurs rêves peuvent devenir réalité, pourvu qu'ils s'arment de courage et que la réussite n'est pas programmée pour tout le monde à la base. C'est l'homme qui se bat à chercher les moyens d'y parvenir et qu'à travers notre parcours, ils doivent savoir qu'on peut partir de rien pour arriver au sommet. Avec une salle comblée, il a exhorté les jeunes à ne jamais baisser les bras, à croire en leurs rêves et à s'investir pleinement dans le développement de leur commune et de la nation. Le parcours du ministre est un parcours tellement brillant et que nous, en tant que jeunes, nous devons la copier. La copier comment dans son sens? Nous devons être patients dans nos faits et être réactifs dans les actions. Cependant, je tenais à dire à tous les jeunes de la commune d'Adjamé d'être des modèles, des exemples
de jeunesse. Le grand invité de la jeunesse, initiative phare de la mairie d'Adiamé, s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les jeunes. Ce programme offre une plateforme d'échange privilégiée avec des figures emblématiques afin de nourrir les ambitions et renforcer l'engagement civique de la jeunesse. Il est temps de recevoir les échos du Sahara et c'est dans le JT du Sahara 2025. Et vous l'aurez compris, pour avoir les échos du Sahara 2025 au Parc des Expositions, je suis en compagnie de Alan Itoua. Bienvenue Alan. Merci, c'est bien. Alors au Sahara 2025, les champignons se sont invités aussi. Eh ben, ils n'ont pas laissé indifférents les visiteurs. Les producteurs de champignons réunis au sein de l'Amici ont fait sensation sous le stand de l'ANADER avec des dégustations de plats à base de champignons. Une manière savoureuse de promouvoir cette culture encore peu exploitée. Une visite guidée pour découvrir leurs objectifs et les bienfaits de ce produit local. On l'écoute. Nous sommes en train de montrer à tous ces visiteurs qui sont là au Sahara que maintenant on peut aider et on peut former des personnes pour produire des champignons. Il faut dire que les champignons, c'est une protéine végétale pour remplacer la protéine animale. Sinon, pour compléter la protéine animale. Aujourd'hui, en consommant les champignons, on peut arriver à pouvoir se prendre en charge. Donc nous montrons à tous ceux qui sont là de se donner aux champignons. Pour dire quoi, on a au niveau de développer les sous-produits agricoles, à savoir la paille de riz qu'on va utiliser, rave de maïs qu'on va utiliser, copeaux de coton qu'on va utiliser, la suie de bois qu'on va utiliser. On peut utiliser aussi le carbone de cacao qu'on peut utiliser pour en faire un substrat dans lequel on va enrichir avec le son de riz et le carbone de calcium pour en produire des champignons. On le fait après un mois. On a les sachets qui sont blanchis, dans lesquels on ajoute la semence. Et après les un mois et demi, on a maintenant ce que vous voyez ici, les champignons. Donc c'est une activité de 3 mois. Nous voulons dire que tout ce que nous faisons, c'est du bio, c'est du naturel. Regardez ici, il n'y a pas d'herbe pour dire qu'on a besoin d'herbicides. Il n'y a pas d'insectes pour dire qu'on a besoin d'insecticides. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Eh bien, là, au-delà des champignons et des producteurs, nous avons aussi de l'excellence au Sahara 2025. Effectivement, lauréate du prix national d'excellence en 2024, la société coopérative Kayat de Yakassé à Tobrou continue de briller. Au Sahara 2025, elle décroche le 3e prix du meilleur stand dans le pool coopérative agricole. Une reconnaissance de plus pour cette structure modèle. Encore une fois, une visite guidée avec sa présidente Awa Traoré. Kayat est une société coopérative qui regroupe 3318 membres, dont 15% sont des femmes. Nous sommes certifiés Fairtrade depuis 2012, Rainforest Alliance depuis 2013. 2017, on a acquis notre agrément à l'exportation. 2023, nous sommes certifiés bio. En 2024, nous avons remporté le prix d'excellence de la meilleure société coopérative nationale de forme civile et d'agriculture pérenne et d'exportation. Nous avons remporté ce prix par le fait que nous travaillons durement. Nous avons mis beaucoup plus l'accent sur l'autonomisation de la femme, sur la lutte contre le travail des enfants, sur la préservation de l'environnement. Et notre cacao, c'est des fèves traçables. Et donc, c'est ce qui nous a valu tous ces prix. Place à présent au Conseil du Café Cacao qui avait ouvert ses portes aux transformateurs artisanaux. Un espace de 10 mètres de long, bien en vue au cœur du Sahara 2025. C'est le stand offert par le Conseil du Café Cacao aux transformateurs artisanaux. Une vitrine gratuite pour faire découvrir au public les produits locaux à base de cacao comme les fèves enrobées ou les dérivés du chocolat. Une aubaine pour ces artisans venus de l'intérieur du pays, dont Meyagi et Agboville. On l'écoute. On a des fèves enrobées au gingembre, on a des fèves enrobées au miel, on a des fèves enrobées au petit cola. Ces différents produits sont des produits dérivés du cacao et nous avons décidé de rentrer dans la
transformation afin d'ajouter de la valeur à nos produits parce qu'habituellement, on vendait les fèves directement aux acheteurs. Mais aujourd'hui, on a vu que être acteur de la chaîne de valeur jusqu'au produit fini est plus porteur. Au niveau de notre coopérative, nous sommes encadrés par la GIZ et le Conseil Café Cacao également. Nous avons la démarche AS1000 qui prend en compte vraiment tous les aspects. On fait l'agroforesterie, on fait la qualité, en tout cas les bonnes tailles de cacao, comment respecter l'environnement pour que le cacao soit durable. Parce que sans le cacao, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes les producteurs de cacao. S'il n'y a plus de cacao, il n'y a plus de producteurs et on n'aura plus d'argent. Donc on prend soin on prend soin de notre cacao. Toujours au Sahara 2025, le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO en sigle, tient à cœur l'intercoton et ses démembrements. Avant la clôture du Sahara, à son stand, l'intercoton avait réuni toutes les parties prenantes au projet RESCO pour réfléchir sur le thème coton et alimentation, bâtir des synergies durables pour transformer localement et nourrir autrement. Philippe Zabo, notre reporter sur place, a suivi pour vous ce panel de haut niveau. Prévu pour durer 1 heure, la rencontre des acteurs de RESCO a finalement fait 2 heures de temps. Le sujet principal ayant accouché des 4 autres thèmes qui ont été débattus longuement, marquant l'importance du sujet. Nous avons surtout parlé de l'approche de la Fédération des producteurs par rapport à la sécurité alimentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'organisation des producteurs, qui est la Fédération des producteurs, nous essayons plus ou moins de mener des activités qui vont permettre de prendre en compte la sécurité alimentaire. Dans un premier temps, au-delà du coton, comme on l'a dit lors de notre intervention, nous produisons aussi des cultures vivrières. Et donc ici aujourd'hui sur le panel, nous avons intervenu sur le thème qui est l'appui et l'accompagnement des sociétés cotonnières quant à la sécurité alimentaire dans la zone de coton. Et nous avons dit que les sociétés cotonnières font beaucoup, c'est-à-dire que nous créons des activités sociales, communautaires avec nos producteurs dans les villages. Abordant le thème général de la réunion, le directeur exécutif de l'Intercoton, en même temps coordonnateur du projet, a affirmé que RESCO contribue à la sécurité alimentaire. Face à cette menace du changement climatique, un projet est mis en place qui s'appelle le RESCO. Et ce projet a une approche sensible aux gens. C'est-à-dire que comment valoriser la présence de la femme dans les activités du coton dans le bassin cotonnier. Et comment est-ce que le RESCO contribue à la sécurité alimentaire? Déjà, le RESCO contribue à produire des variétés à haut rendement en termes de vivriers. Non seulement il contribue à des variétés à haut rendement en termes de vivriers, mais le RESCO vient d'équiper chaque centre de prestations motorisées d'innovation agricole d'au moins 20 tracteurs. Donc du coup, après la production du coton, en intercampagne, ces centres-là permettent d'aider le producteur à récolter facilement son riz, à récolter son maïs, à vraiment faire face à tout ce qui a été comme production vivrière afin de mettre à la disposition du marché des produits à haute consommation en temps réel et en qualité. Le projet RESCO est cofinancé par l'Agence française de développement, l'État de Côte d'Ivoire et Intercoton. Et bien sûr aussi au Sahara 2025, il était question de sécurité alimentaire avec la fondation M4. Et justement, revenons sur le thème, quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique? Pour la Fondation Earthworm, la transformation agroalimentaire et la souveraineté alimentaire passent par la protection et la préservation des forêts en Côte d'Ivoire. Le directeur général de Earthworm Côte d'Ivoire avait profité de son passage au Sahara pour présenter la fondation et ses activités. Philippe Zabo, encore une fois. Régénération des écosystèmes, soutien aux communautés rurales et promotion de pratiques agricoles durables. Telles sont entre autres les activités de Earthworm Côte d'Ivoire. Au Sahara 2025, Earthworm était dans la pratique.
Visioconférences, techniques de planting d'arbres ont meublé leurs activités. Le directeur régional Afrique nous présente les enjeux de la reforestation en Côte d'Ivoire. Les enjeux sont multiples, mais ce que je peux vous dire, c'est que il faut que vous sachiez qu'en 1960, nous avions 16 millions d'hectares de forêt. En 2000, nous étions à 7,5 millions d'hectares. En 2015, nous sommes à 3,5 millions d'hectares. Et en 2021, nous sommes à 2,8 voire 9 millions d'hectares. Vous voyez la courbe de décroissance de la couverture forestière chez nous. C'est un enjeu hyper important. Donc il est temps pour nous, en tant qu'Ivoiriens, de prendre le taureau par les cornes et puis de faire quelque chose. Et je pense que nous le faisons aussi avec l'État qui a pris des engagements fermes au niveau de sa contribution nationale déterminée qui dit que jusqu'à l'aune de 2030, il faut qu'on soit à 20% de la couverture forestière. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui doit participer à faire attention à la nature, à mieux protéger l'environnement et c'est ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de reboisement et nous essayons, en partenariat avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, en partenariat avec la Société de développement des forêts, mais en partenariat aussi avec le secteur privé, comme je le dis, avec Nestlé, avec Barry Callebaut, etc., de reboiser, mais aussi de mieux protéger les espaces forestiers qui nous restent. EFORM est en Côte d'Ivoire depuis 2011. Eh bien, Alan, le Sahara 2025 a refermé ses portes après environ 10 jours d'ouverture et les participants ainsi que les visiteurs ont exprimé leur satisfaction. Exactement, ils étaient au micro de nos reporters sur place. On les écoute. Je suis chaque fois impressionné par les nouveautés que l'on trouve au Sahara. De plus en plus d'Ivoiriens se lancent dans la transformation de nos produits locaux et c'est une excellente chose. Ça montre le dynamisme de notre économie et surtout la créativité des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Moi, je pense que l'agriculture, c'est l'avenir. Ce sont vraiment les métiers d'avenir que l'on voit aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole, va développer encore plus de filières structurantes dans notre économie pour devenir une véritable puissance agricole, non seulement dans la sous-région, mais également africaine et mondiale. Pendant des années, le cacao s'exportait brut. Après une première transformation, et aujourd'hui on voit plein d'artisans, plein de petits industriels, plein de PME qui fabriquent des produits à base de cacao associés à d'autres produits locaux comme le curcuma, comme le gingembre. Et ce sont des produits qui sont très bons. Donc moi ce qui me plaît, c'est que ça va faire exporter moins et ça va mettre une pression sur les prix et le cacao sera encore plus cher, plus rare pour l'extérieur. Donc c'est une bonne chose pour nous. C'est toujours une opportunité de participer au Sahara parce que c'est la Lucane pour pouvoir présenter au monde entier tout ce que nous faisons dans le domaine de l'agricole et puis dans le domaine de la transformation de tous les produits agricoles. Donc pour nous c'est tout l'aubaine. On profite de cela pour pouvoir vraiment mettre en exergue ce que nous savons faire et présenter également aussi nos entreprises au monde entier et aux Ivoiriens. Arrivé au Sahara, nous constatons que tout le monde des agriculteurs, le monde des paysans sont réunis pour naturellement se croiser et déceler des lignes de croissance et de développement dans le secteur. 11 à Sémien, le Sahara a pris fin, mais les échos continuent, ce qui revient à dire je serai encore avec vous demain à la même heure avec le même plaisir. Ça sera un plaisir de te recevoir sur ce plateau pour parler du Sahara 2025. Merci beaucoup. Les autorités administratives, représentants communautaires et partenaires techniques étaient réunis autour de la même table dans un esprit de dialogue pour débattre des questions de protection et de la préservation du parc national du Mont Peko. Cette première session de l'année 2025 du comité de gestion local marque donc une étape importante dans la gouvernance participative du parc national du Mont Peko. 2 jours durant, ils ont validé les résultats du prix vert 2024 et dressé un premier bilan d'activité de l'OIPR et de ses partenaires. Théodore Kanga pour plus de précisions. Le prix vert, un concours qui met en compétition les villages riverains du parc national du Mont Peko
Et le bilan de gestion 2024 du parc était au cœur de la première réunion 2025 du comité de gestion. Lors de cette rencontre, les membres du comité ont validé à l'unanimité les résultats du prix vert 2024 destiné à récompenser le village le plus éco-citoyen. Le choix a été porté sur Guézon Tawake pour le premier prix, suivi de Genglosia et Bleni Menwe, respectivement 2e et 3e. Cette session nous a permis de valider les résultats du prix vert 2024 et aussi de dérouler le bilan des activités du premier trimestre, aussi bien au niveau de l'OIPR que de notre partenaire Care International qui nous appuie au niveau des mesures riveraines. Le prix vert, il faut dire que c'était l'édition de 2024 que nous n'avons pas pu décerner l'année dernière, que nous allons décerner maintenant. Pour les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves, ce prix symbolise l'esprit de gestion participative porté par l'OIPR et stimule une saine émulation entre les villages riverains autour du parc. Le parc national de Montpeko a changé de visage avec la gestion de l'OIPR et surtout avec l'appui de la population que je voudrais saluer ici, qui est engagée, très engagé pour la conservation de la nature. Vraiment, notre rêve est devenu réalité. Parce que dans nos villages, aujourd'hui, grâce au PIF 2, beaucoup de jeunes qui traînaient ont du boulot. Colonel Assui Wa Kassi Ngesan Dawi, responsable des mesures riveraines et du suivi écologique, a présenté le bilan des activités du premier trimestre et les perspectives du second trimestre 2025 lors de ses assises. Il a mis en lumière les efforts déployés en matière de surveillance, de suivi écologique, d'appui communautaire et d'innovation technologique. Au terme des travaux, les membres du comité ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette gestion concertée avec l'élargissement et la poursuite du concours dénommé Prix Vert. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes pages et on se donne rendez-vous dans nos prochaines éditions.